Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, qui pour remplacer Patrice Talon à la tête du Bénin? C'est la question posée auprès de 8 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour départager deux candidats, le dauphin du président, grand favori Romuald Wadani, et l'opposition dite modérée, ancien ministre de la Culture Paul Oungpé. Nous irons sur place dès le début de ce journal. À la une aussi, cette visite historique du chef de l'Église catholique en Algérie. Jamais un pape ne s'était rendu sur cette terre largement dominée par l'islam. Léon XIV ira sur les traces de Saint-Augustin. Il espère poursuivre le dialogue entre les mondes chrétiens et musulmans. Et notre focus politique de ce dimanche nous conduira au Burkina Faso. Un an après le lancement de sa dite révolution progressive et populaire, le capitaine Ibrahim Traoré revendique des avancées, mais sur le terrain sécuritaire, politique et humanitaire, les critiques s'accumulent. Notre invité ce soir, le journaliste d'investigation Newton Ahmed Bari, ancien président de la commission électorale, aujourd'hui en exil, observe, analyse cette trajectoire depuis l'extérieur. On ouvre ce journal en allant au Bénin où les bureaux de vote sont fermés depuis 16 heures et le dépouillement terminé pour la présidentielle qui doit désigner le successeur de Patrice Talon au pouvoir depuis 10 ans. En lice, deux candidats, Romuald Wadani, le dauphin du président, ministre de l'économie et des finances, grand favori du scrutin, et Paul Oungpé de l'opposition dite modérée, ancien ministre de la Culture. On fait le point de cette journée avec Emmanuel Sodji. Écoutez, en termes d'organisation, on est très loin de ce qu'on avait connu lors des dernières élections législatives en janvier dernier, avec d'énormes retards. Depuis, les pendules ont été remises à l'heure. Dans la majorité des bureaux, les opérations ont commencé à 7 heures avec du matériel et des procédures globalement respectées. C'est une information confirmée par les organisations de la société civile qui avaient déployé près de 1700 personnes à travers le pays pour scruter cette présidentielle. Cette même plateforme électorale relève quelques bourrages d'urnes un peu avant le démarrage du vote. Un scrutin donc qui s'est déroulé sinon dans le calme, peu d'affluence à l'ouverture des bureaux que j'ai sillonnés dans la matinée à Cotonou. Et c'est au fil de la journée que les Béninois se sont rendus aux urnes. Aller voter, c'est un acte citoyen, c'est un devoir civique pour nous tous. Les Béninois sont mûrs, ils savent ce qu'ils font, rien n'est gagné d'avance. Chacun veut participer à la construction de la vie économique et démocratique de notre pays. Je vote toujours ici. Et à chaque fois, vous êtes content du résultat quand vous votez? Ah bon, on n'a pas le choix. C'est ce qui vient comprendre. C'est Dieu qui décide. Les électeurs devaient choisir entre le candidat de la continuité, incarné par Romuald Wadani, l'actuel ministre de l'économie et des finances, ou Paul Oungpé, un opposant dit modéré, ancien ministre de la culture sous Yayi Boni. Pendant sa campagne, Paul Oungpé a mis l'accent sur les questions sociales et sur la volonté de redonner la parole aux citoyens. Le plus grand parti d'opposition, les démocrates, absent pour ce scrutin, faute de parrainage suffisant et en raison de nouvelles règles électorales. Le parti n'avait pas donné de consigne de vote. Il avait réalisé 20% au niveau national lors des législatives de janvier dernier. Dans ce contexte politique, le niveau de participation est très attendu. Question de légitimité pour le gagnant. Les chiffres sont en baisse depuis 10 ans. En 2016, lorsque Patrice Talon avait été élu, le taux dépassait 65%. Les résultats provisoires sont attendus possiblement entre mardi et mercredi. En Afrique du Sud, le deuxième parti du pays, l'Alliance démocratique, s'est choisi lui aussi un nouveau leader avec une ambition claire, ravir le pouvoir à l'ANC en 2029. À 39 ans, le maire du Cap, Géordin Hill-Lewis, promet de transformer son parti, aujourd'hui partenaire minoritaire, en force dominante dans un pays miné par le chômage, la criminalité, la défiance politique. La bataille pour l'alternance, vous voyez, est déjà lancée. Pour la première fois de l'histoire, le chef de l'Église catholique se rendra en Algérie. Le pape Léon XIV va rencontrer les membres de la communauté chrétienne algérienne lors d'un voyage de 3 jours dans le pays du 13 au 15 avril. Le souverain
pontife, âgé de 70 ans, a déclaré que ce voyage lui permettrait de poursuivre le dialogue et de jeter des ponts entre les mondes chrétiens et musulmans. Récit d'Emily Boyle. Un dernier coup de pinceau, quelques réparations de dernière minute. Tout doit être parfait pour la visite historique du pape Léon en Algérie. À Alger, l'optimisme bat son plein sur le parvis de la basilique Notre-Dame d'Afrique. Je trouve que la visite du pape prochainement, c'est une très bonne chose, pas forcément que pour l'Algérie, mais dans l'ensemble, pour l'ensemble des nations, parce que ça permet la communication fraternelle entre toutes les confessions. Cela mettra en évidence qu'il existe une liberté et une démocratie dans la pratique religieuse, que toutes les religions sont respectées et que chacun est libre de pratiquer sa foi sans l'imposer aux autres. À 550 km dans la ville d'Annaba, la basilique de Saint-Augustin se prépare elle aussi à recevoir le pape Léon XIV. Lors de son premier discours, le souverain pontife s'était présenté comme l'un des fils de Saint-Augustin, l'un des plus grands penseurs du christianisme. Pour le curé de la basilique, sa visite est un signe fort de reconnaissance. La venue du pape est importante pour nous, en particulier pour la communauté chrétienne et aujourd'hui pour l'ensemble des Algériens. Pour nous soutenir moralement et nous faire sentir que nous avons un rôle à jouer dans la transmission du message universel. Ce voyage marquera la première visite d'un évêque de Rome dans ce pays d'Afrique du Nord à majorité musulmane. Après l'Algérie, le pape se rendra au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. On passe à notre focus de ce dimanche soir et on s'intéresse à la trajectoire du Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022 à l'occasion d'un coup d'État. Une prise de pouvoir justifiée à l'époque par l'urgence sécuritaire. Mais 3 ans plus tard, les violences ont explosé selon plusieurs sources indépendantes. Dans le même temps, la junte prolonge son pouvoir, restreint les libertés et redéfinit les alliances, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel. Que reste-t-il alors de cette révolution ? Promesse tenue ou illusion politique? Pour en parler, Newton Ahmed Barry est journaliste d'investigation burkinabé, cofondateur du journal L'événement, ancien président de la CENI et aujourd'hui président de la coalition Sahel Démocratie en exil en France. Merci beaucoup Newton Ahmed Barry d'être avec nous et bienvenue dans le JTA. En septembre 2022, je le disais tout à l'heure, Ibrahim Traoré justifiait son coup d'État par l'échec sécuritaire. Aujourd'hui, selon plusieurs données, jusqu'à 80% du territoire burkinabé serait sous influence des groupes armés. La révolution a-t-elle échoué sur son objectif principal que lui-même avait annoncé? Merci, ce n'était pas d'abord la révolution. La révolution date d'une année. Oui. Donc, évidemment, on ne sait pas, en ce qui concerne Ibrahim Traoré, quel est le bilan qu'il faut faire. Si c'est le bilan global de la transition qu'il a inauguré en octobre 2022, évidemment, les résultats aujourd'hui sont très décevants. Il me semble aussi, pareillement, pour sa révolution, dont on ne sait pas d'abord comment elle s'est définie, puisqu'elle a été annoncée avant d'être légalisée. Et évidemment, dans la légalisation, dans la charte qui la légalise, on ne la définit pas. Donc elle est progressiste et populaire, c'est ça qu'il a annoncé. Ce n'est pas de mot plus valise que ça. Donc, ça veut dire que, normalement, dans la charte, elle aurait dû être définie. Est-ce que c'est un régime transitoire? Visiblement, tel est le cas, parce que c'est ce que dit l'article 4 de la charte qui parle de la présidence du Faso et considère que le mandat qu'il est en train de conduire, dont on ne sait pas quand est-ce qu'il a pris effet, finit au moment où la révolution se termine avec une élection hypothétique. Donc en fait, effectivement, il y a ces deux aspects-là. Donc le coup d'État en 2022, la révolution annoncée il y a 1 an. Néanmoins, sur le plan sécuritaire, parce que c'était ça qui était avancé en premier lieu comme justificatif pour le coup d'État, où est-ce qu'on en est? Quel est le bilan qu'on peut tirer sur le plan sécuritaire? Sur le plan sécuritaire, malheureusement, en rapport avec ce type de régime, le terrorisme avance avec les coups d'État.
Et on s'est rendu compte un peu partout où cela s'est produit aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger. Les coups d'État sont des effets accélérateurs, évidemment, du phénomène terroriste. Et au Burkina, ça n'a pas manqué aussi. Les chiffres sont ce qu'ils sont parce que le pays est coupé du reste du monde. Plus de presse, plus d'ONG et même plus de juges pour constater évidemment les faits. Donc ce qui fait qu'on est obligé, on est réduit à des conjectures, mais le peu qu'on a comme information montre que la situation ne s'améliore pas. Toutes les organisations assez sérieuses, depuis septembre 2025, disent que plus de 70% du territoire sont sous le contrôle des groupes terroristes. Ouais. On va parler de l'aspect démocratique qui est aussi très important. Le 29 janvier dernier, tous les partis politiques ont été dissous. On a entendu le président de la transition, en tout cas le chef de l'État burkinabé, Ibrahim Traoré, lui-même dire à la télévision que la démocratie, ça ne sert à rien. On l'écoute et on en parle juste après. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils le sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Newton Ahmed Barry, comment vous réagissez à cette déclaration? Je pense qu'il est conséquent. On ne peut pas avoir fait un coup d'État et chérir la démocratie. Donc, à mon avis, il est logique avec lui-même. La démocratie, ce ne sont pas les Burkinabés que ça n'arrange pas. C'est lui que ça n'arrange pas. Parce que ça l'oblige à respecter un certain nombre de règles qui sont constitutionnellement obligatoires dans le cadre, évidemment, de la transition. Ne pas respecter les règles, donc, ça l'arrange. Donc, je pense qu'il est tout à fait à la hauteur de son péché. Oui, et dans cette perspective-là, vous-même, vous avez présidé la CENI. Comment vous analysez cette décision de prolonger de 5 ans la transition sans élection? Vous trouvez qu'il reste logique? C'est ça? Non. À mon avis, il n'y a pas de logique parce que dans la première charte et les premières déclarations de Ibrahim Traoré, lui-même pensait que 2 ans, c'était trop. Et qu'il allait finir le travail avant les 2 ans, qui avaient été en ce moment-là paramétrés par la CEDEAO, et qu'il rendrait le pouvoir parce que le pouvoir pour lui était une camisole. Aujourd'hui, non seulement il a pris goût, mais il ne veut plus partir. Et non seulement il ne veut plus partir, mais il ne fait plus de guerre contre le terrorisme. Il décide maintenant de transformer les Burkinabés à son image. Oui. Parlons de la CEDEAO, vous en avez parlé. Sortie de la CEDEAO, rupture avec la France, rapprochement avec la Russie. Finalement, à quoi ressemble le Burkina sur cette plateforme et l'Alliance des États du Sahel? Finalement, géopolitiquement, où se situe le Burkina Faso aujourd'hui? C'est un ovni dont on ne sait pas ce qu'il veut et où il va, avec un peuple de 24 millions embarqués, évidemment, et qui sont aujourd'hui, dans la majorité des cas, surtout pour ceux qui vivent dans les zones rurales, avec une espérance de vie d'1 heure. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on rencontre soit un terroriste, ou soit même un convoi de l'armée ou des VDP qui vous exécutent. Et je vous renvoie évidemment au récent rapport de Human Rights Watch. Vous êtes aujourd'hui en France, en exil, à la tête de la coalition Sahel Démocratie. Quel poids réel peut avoir l'opposition en exil face à une junte installée au pouvoir? Quelle est la solution? Nous sommes des démocrates. Il n'est plus possible au Sahel d'avoir une voix discordante. Donc, ce que nous faisons, c'est d'essayer de réorganiser tout ça à l'extérieur, évidemment en essayant d'entraîner aussi l'intérieur. Parce que, comme vous savez, dans la plupart des cas, des situations semblables, quand on ne peut plus rien faire à l'intérieur, c'est de l'extérieur souvent que le salut vient. On vous entend et merci beaucoup Newton Ahmed Barry d'être venu sur le Journal de l'Afrique pour justement décrypter cette situation politique au Burkina Faso. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir, forcément de Ouagadougou à Cotonou en passant par Annaba en Algérie. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Conflit,
renseignement, défense, commerce international, sanctions économiques, droits de douane, taxes aux frontières, guerre technologique, retour au protectionnisme, ressources énergétiques, mondialisation, blocus, duel américano-chinois, place boursière bousculée, influence. Même le chaos du monde a un sens. Pour le trouver, rejoignez-moi dans Aux avant-postes. Aux avant-postes, présenté par Ali Laïdi sur France 24.